Bonjour Monsieur le Président de la République. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Nous sommes à Marrakech. C'est la COP22, un rendez-vous très important pour le climat après le succès de la COP21. On va en parler dans quelques instants. Merci d'être en direct sur les trois grands médias internationaux que sont donc TV5 Monde, France 24 et Radio France Internationale. À mes côtés, donc Roselyne Fèvre pour France 24, Christophe Boisbouvier pour Radio France Internationale. Et Patrick Simonin pour TV5 Monde. Monsieur le Président, c'est évidemment très important de venir soutenir cet accord climat. Mais depuis la COP21, il s'était passé un événement important. C'est un nouveau président américain, Roselyne Fèvre. Oui, et au lendemain de l'élection de Donald Trump, vous avez déclaré que s'ouvrait une période d'incertitude. Est-ce qu'on ne peut pas dire plus gravement d'inquiétude? Et vous le savez autant que nous, plus que nous, il y en a beaucoup. Vous avez eu Donald Trump la semaine dernière au téléphone. Cette conversation est-elle de nature à vous rassurer? Et quand vous avez raccroché, vous avez eu quelle impression? D'abord, Donald Trump a été élu. C'est un fait. C'est une volonté du peuple américain. Nous respectons son choix. Donald Trump a eu des positions pendant la campagne qui ont, c'est vrai, beaucoup troublé, y compris sur la question du climat. J'y reviendrai. Le coup de téléphone que j'ai passé avec lui visait à apaiser ce qui devait l'être. C'est-à-dire, lui-même était dans cette attitude de vouloir un dialogue. Et la France, qui a une longue amitié avec les États-Unis, veut une coopération avec l'Amérique. Il y a tant de sujets qui nous sont communs, mais sur la base des intérêts de la France, de l'Europe, des États-Unis et de nos valeurs communes. Donc, avec Donald Trump, nous avons convenu qu'il fallait poursuivre la conversation. Et elle aurait lieu lorsqu'il aurait pris pleinement ses responsabilités, c'est-à-dire au mois de janvier. Il y avait un point particulier sur lequel... Je crois qu'il y avait un point qui était clair entre nous, c'était que la lutte contre le terrorisme devait être l'objectif partagé. Et c'est un allié. De ce point de vue, les États-Unis ont toujours été alliés et partenaires, et ça continuera. En revanche, sur le climat, et c'était l'objet de la discussion que nous avons eue aujourd'hui à Marrakech, de l'intervention que j'ai faite, l'accord de Paris, cet accord que j'ai tant voulu, avec le contexte dont vous vous souvenez, vous vous rappelez de ce qui s'était produit 13 novembre, donc tous les chefs d'État et de gouvernement sont là, il y a une décision à prendre, l'avenir de la planète, le climat, éviter le réchauffement. Cet accord de Paris, il est irréversible. Et c'est ce que j'ai voulu signifier très clairement ici à Marrakech. Alors justement, vous qui avez parlé à Donald Trump, c'est un climato-sceptique, je vais annuler l'accord de Paris, a-t-il dit dans plusieurs meetings. Si demain, le deuxième plus gros pollueur du monde décide de relancer le charbon et de réduire les énergies renouvelables, est-ce que, de fait, l'accord de Paris ne va pas voler en éclats? L'accord de Paris est irréversible sur le plan juridique. Il a été ratifié par les États-Unis. Si les États-Unis voulaient s'en dégager, il y a des procédures et c'est assez long, et même très long. Mais les États-Unis pourraient décider de ne pas respecter leurs propres engagements. Le charbon, par exemple. Ce serait défavorable à la planète, puisque les États-Unis, c'est un des premiers émetteurs, le premier sans doute, de gaz à effet de serre. Mais ce serait surtout très mauvais pour les États-Unis. La planète, elle n'est pas organisée avec des frontières, des barbelés, des barrières. Lorsqu'il s'agit de climat, tout le monde est concerné. Et donc, beaucoup d'entreprises américaines sont impliquées maintenant dans la transition énergétique et même écologique. Beaucoup d'organisations se sont mobilisées. Beaucoup d'initiatives citoyennes aux États-Unis. Les États-Unis, c'est un pays fédéral. Ça veut dire quoi, un pays fédéral? C'est-à-dire qu'il y a des États, la Californie, le Michigan ou l'Oregon, bref, il y a des États. Ces États-là se sont eux-mêmes mis dans la perspective de l'accord sur le climat. Donc je veux croire que Donald Trump va prendre les décisions qui ne seront pas forcément celles qu'il avait annoncées durant sa campagne. Mais s'il ne les prenait pas, il encourrait aussi des risques, parce que ces produits se trouveraient eux-mêmes, j'allais dire presque regardés comme étant contraires aux intérêts de la planète. Et je sais qu'il est plutôt protectionniste, mais s'il ne peut pas échanger avec le reste du monde comme aujourd'hui, les premières victimes seraient les entreprises américaines. Il avait dit que c'est un canular, le réchauffement climatique inventé par les Chinois pour nuire aux entreprises américaines. C'est des propos de campagne, ça c'est fini? Écoutez, moi je ne veux pas parler à la place de Donald Trump, j'aurais bien du mal. Oui.
Mais c'est évident qu'il y a des propos de campagne et puis il y a maintenant une responsabilité qui va être la sienne. Il peut y avoir un effet d'entraînement. Oui. Je pense que le mouvement est lancé et qu'il ne l'arrêtera pas. Oui, mais il y a Il le est lancé, feu y vert. compris dans son propre pays, et il est lancé dans le monde. Parlez des Chinois. Oui. Chinois, c'est effectivement les principaux émetteurs de gaz à effet de serre. Ça a été une discussion entre Barack Obama, le président Xi Jinping, moi-même, pour que les Chinois soient pleinement partie prenante à l'accord. Et c'était pas gagné. Et ce n'était pas gagné. Oui. Et vous pensez que les Chinois vont dire, puisque les États-Unis ne vont pas forcément aller jusqu'au bout de leurs engagements, on va se dégager de nos obligations? Parce que la pollution, elle est en Chine et elle est particulièrement grave. Et les Chinois veulent également lutter contre le réchauffement climatique. Barack Obama avait promis 3 milliards par an pour le fonds vert en faveur des pays du Sud. Est-ce que Donald Trump va tenir cet engagement? Ça, je n'en sais rien. Ce que je peux vous dire, c'est que la France et l'Europe vont aller plus loin encore que les engagements qui étaient prévus. Parce que la France, elle a une responsabilité. Parce que la France, elle est là. Les États-Unis peuvent décider de leur avenir à travers un nouveau président. Nous aurons nos propres élections. Mais la France, elle est capable de prendre des décisions par elle-même, pour sa défense, pour lutter contre le réchauffement climatique, pour agir contre le terrorisme, pour être présent en Afrique ou au Moyen-Orient, là où nous sommes appelés. Donc nous, par rapport aux engagements financiers qui avaient été pris, nous irons plus loin. Et nous irons même plus loin pour ce qu'on appelle la stratégie non carbonée, c'est-à-dire pour faire diminuer la place du carbone dans notre économie. Et l'Europe, parce que l'Europe, elle est devant, elle aussi, finalement, un choix. Est-ce qu'elle reste silencieuse face à ce qu'il se passe? Ou au contraire, elle prend sa responsabilité pour sa sécurité, pour sa défense, pour la lutte contre le réchauffement climatique? Oui, l'Europe va prendre sa responsabilité. En tout cas, la France et l'Allemagne vont être là-dessus à l'initiative. Pardon, Monsieur le Président, les propos de Donald Trump, notamment sur l'OTAN. On voit maintenant son nouvel allié russe. On voit effectivement une situation où on a l'impression que maintenant Vladimir Poutine va avoir les mains libres en Europe, notamment par rapport aux pays baltes ou à l'Ukraine. Ça crée une situation de tension au sein même de toute l'Europe. Les États-Unis, présidés demain par Donald Trump, sont membres, un membre éminent de l'Alliance Atlantique. Je n'ai pas de doute là-dessus. Les États-Unis resteront dans cette alliance et dans cette sécurité qui nous est commune. Ouais. Mais je pense qu'il y a des inquiétudes. Et c'est à Donald Trump de les lever. Qu'il veuille parler à Vladimir Poutine, écoutez, franchement, il a raison. De ce point de vue-là, il n'y a pas non plus de changement profond. Barack Obama parlait aussi à Vladimir Poutine. Moi-même, je parle à Vladimir Poutine. Avec Mme Merkel, nous avons passé parfois des jours, parfois même des nuits, à discuter de l'Ukraine, à discuter de la Syrie, parce que nous devons parler à Vladimir Poutine. Donc je ne vais pas ici dire qu'il ne faut pas parler à Vladimir Poutine. Ce qui est vrai, c'est qu'il faut finalement cette situation. Ce qu'il faut, c'est savoir quels sont nos intérêts. Nous avons des intérêts communs avec la Russie. L'intérêt de chercher des solutions pour sortir des conflits de la Syrie, par exemple. L'intérêt de faire que les accords de Minsk que nous avons négociés avec Mme Merkel et Vladimir Poutine et le président Porochenko pour l'Ukraine puissent être appliqués. Nous avons un intérêt commun qui est la lutte contre le terrorisme. Nous avons donc à discuter. Et l'erreur, ce serait de considérer qu'il faudrait soit céder à Vladimir Poutine, mais pourquoi? Au nom de quoi la France n'est pas dans cette position? Ou au contraire, considérer qu'il ne doit pas être un partenaire, il doit être un partenaire là où des solutions doivent être définies en commun. Alors, Donald Trump et Vladimir Poutine sont des leaders forts, autoritaires, nationalistes. Craignez-vous qu'arrivé à la Maison-Blanche, Trump fasse un cadeau en quelque sorte à Poutine, c'est-à-dire la levée des sanctions commerciales imposées à la Russie depuis l'annexion de la Crimée? En clair, est-ce qu'il pourrait y avoir une inversion, un retournement d'alliance? Là aussi, vous poserez la question à Donald Trump. Vous lui poserez? Je lui ai posé cette question, mais je vais vous dire quelle est ma... Vous lui avez posé? Je vais vous dire quelle est ma... répondu, monsieur le Président. Il n'a rien répondu pour l'instant. Parce qu'il n'est pas en situation de le faire. Oui. Il n'est pas encore président des États-Unis. Il vient d'être élu et il y a, vous savez, une phase de transition. Mais je vais vous dire quelle est la position de la France. Oui. Si
les accords de Minsk sont pleinement mis en œuvre, les sanctions seront levées. Si en revanche, il y a des entraves venant de la Russie ou s'il y a des obstacles, alors les sanctions seront poursuivies. C'est la position de la France et la position de l'Europe. Et c'est la bonne position. Les sanctions, elles ne sont pas éternelles. Elles visent à favoriser un processus. Mais c'est là que je reviens sur ce qu'est l'autonomie de la France, son indépendance, et aussi le rôle de l'Europe. Nous avons bien sûr un lien avec les États-Unis. Bien sûr que nous voulons travailler avec les États-Unis, présidés par Donald Trump aujourd'hui, dans quelques semaines. Oui, mais puis parce que c'est notre allié. Et puis parce que mais je ne choisis pas. J'ai affaire avec les dirigeants qui sont élus démocratiquement et parfois même ceux qui ne sont pas élus démocratiquement. Mais je travaille. En l'occurrence, Donald Trump a été élu démocratiquement. C'est un pays, les États-Unis, allié de la France, avec lequel nous avons à travailler. C'est la première puissance économique du monde. Donc, mais qu'il y ait une interrogation. Oui, il y a des interrogations. Et ces interrogations, elles doivent être levées. Interrogation sur l'accord sur le climat. Interrogation sur l'accord avec l'Iran. Interrogation sur ce que va être la position vis-à-vis de Vladimir Poutine, notamment par rapport à l'Ukraine. Interrogation sur la Syrie, comment cherche-t-on l'issue. Interrogation aussi sur la lutte contre le terrorisme, même si là-dessus, je suis convaincu qu'on trouvera des solutions. Et il y a aussi des valeurs que nous devons porter ensemble. Alors justement, sur l'Europe, vous venez de le dire, il faut bâtir une Europe de la défense. Mais en réalité, la France n'atteint même pas les 2% du PIB, de son PIB, pour son effort de défense. Et votre ami Hubert Védrine a ce mot terrible. Si Donald Trump se retirait de l'OTAN, eh bien, non seulement il n'y aurait pas de sursaut européen, mais ce serait la panique. D'abord, la France est le pays d'Europe qui consacre avec le Royaume-Uni le plus à sa défense. Et j'ai, durant le mandat, depuis 2012, le mandat qui est le mien, augmenté les crédits pour la défense. Jamais il y avait eu une loi de programmation militaire qui avait été respectée avant que je ne devienne président de la République. Elle a été non seulement respectée, mais révisée à la hausse. Non pas par position de principe, mais par un principe qui est beaucoup plus élevé, qui est celui de la réalité. Je ne peux pas engager des opérations extérieures comme je l'ai fait au Mali, en Centrafrique, en Irak et en Syrie, tout en demandant à l'armée de se joindre avec l'opération Sentinelle pour la protection de notre territoire, sans lui donner les moyens supplémentaires. J'ai arrêté la baisse des effectifs que mes prédécesseurs avaient engagés. Baisse des effectifs. Et donc, la France, elle fait plus que son devoir. Et elle va continuer à le faire. Nous avons l'objectif des 2% de la richesse nationale consacrée à la défense. L'Europe ne fait pas suffisamment. L'Allemagne doit et faire donc, plus. L'Allemagne, mais d'autres pays, et avec nos amis allemands, cette question, nous l'avons abordée très clairement. Et l'Allemagne nous a assuré qu'elle allait faire davantage. Mais il faut qu'on fasse plus que mettre des moyens et des ressources. Bien sûr, ce qu'il faut maintenant, c'est que l'Europe puisse assurer l'essentiel de sa sécurité. Et ça, l'élection de Trump peut provoquer un déclic ? Je prends un mot plus fort que de sa sécurité. Sécurité des frontières, sécurité par rapport à la lutte contre le terrorisme, sécurité par rapport à des menaces qui peuvent venir de l'extérieur, et également intervention vers un certain nombre de zones où il y a un danger ou une menace, ce que la France a fait, il peut y avoir notamment au Mali. Déclic. Oui, mais je pense que quel qu'ait été le président élu, là, mois de novembre, y compris si ça avait été donc Madame Clinton, l'Europe était devant sa responsabilité. Et j'avais averti tous mes collègues européens. Je leur avais dit, quel que soit le président qui sera élu, vous aurez à prendre en charge votre défense. Oui. En lien avec les États-Unis. Parce qu'Obama n'était pas Monsieur le très Président, en lien avec les États-Unis, parce que c'est notre allié. Mais parce qu'il ne peut pas y avoir un continent qui puisse protéger les citoyens s'il n'assure pas sa propre défense. Et si, deuxièmement, il n'est pas capable de porter une parole politique avec les moyens, parfois de force,
que la parole justifie. Mais est-ce que ça peut d'utiliser. passer, Monsieur le Président, cette lutte contre le terrorisme par finalement aujourd'hui, grâce à Donald Trump et à son lien désormais avec Vladimir Poutine, un soutien plus affirmé à Bachar el-Assad et finalement se dire que contrairement à toute la politique menée par la France depuis 4 ans, on risque d'avoir Bachar et Daesh. Ce serait le risque. Et je l'ai toujours dit. Si les Russes pensent, peut-être maintenant avec d'autres, que c'est avec le maintien pour toujours de Bachar el-Assad qu'ils trouveront la solution à la crise, à la guerre, au massacre en Syrie, cela se trompe. L'enjeu, c'est de lutter contre le terrorisme, contre Daesh, contre le terrorisme islamiste. Mais le régime utilise aussi le terrorisme islamiste pour se perpétuer. Donc, nous devons trouver une solution politique. Lutter contre Daesh, et c'est ce que nous faisons. Je rappelle qu'en ce moment même, au moment où je vous parle, il y a des avions français qui décollent et qui frappent en Irak, en Syrie. Je vous rappelle que nous avons des forces qui sont engagées sur notre porte-avions, que nous avons également une batterie d'artillerie qui est localisée en Irak, très précisément, près de Mossoul, pour assurer la reconquête de Mossoul. Donc nous prenons nos responsabilités. Mais en Syrie, s'il n'y a pas une solution politique qui permette d'englober toutes les parties, je ne parle pas des islamistes qui nous font la guerre, je parle des opposants qui sont des opposants modérés et qui ont déclenché d'ailleurs la révolution et qui sont bombardés à Alep notamment, parce que c'est quand même ce qui se produit là aussi dans les instants qui sont les nôtres, là, en ce moment même. Donc, il nous faut trouver une solution politique en Syrie. Alors, Monsieur le Président, il y a Raqqa et il y a Mossoul, vous en avez parlé, et il y a des djihadistes français qui peuvent revenir sur le sol français. On parle de 600 personnes. C'est une menace que l'on peut contenir. Combien de personnes risquent de porter le djihad sur le sol français demain? Quels sont les chiffres, puisque vous posez cette question? Il y a environ 600 Français ou résidents autrefois en France qui sont sur les terrains de Syrie et d'Irak parmi les djihadistes, parmi les terroristes. Il y a à peu près 220 djihadistes français ou résidents autrefois en France qui sont morts. Et puis, il y a ceux qui peuvent, parmi ces 600, revenir. Chaque fois qu'il y en a un ou une qui revient, car il y a des femmes aussi, il y a des enfants qui ne sont pas... Chaque fois, ils sont appréhendés, arrêtés et soumis aux procédures judiciaires. On maintient l'état d'urgence en France ? Attendez, ça c'est hors état d'urgence. C'est ce que nous avons à faire. Grâce à la coopération en matière de services de renseignement, nous arrivons à appréhender tous ceux qui reviennent. Ou qui pourraient revenir. Vous pouvez l'affirmer, Monsieur le Président, de la sécurité des frontières extérieures de l'Europe. Nous affirmons qu'à chaque fois que nous pouvons identifier, et c'est la plupart des cas, là ces derniers jours, il y a eu des femmes qui sont revenues, des jeunes femmes qui avaient été entraînées là-bas par leurs conjoints et qui sont revenues. Elles ont été immédiatement arrêtées et bien sûr remises à la justice. Ça peut revenir dans le flot des réfugiés. Alors, pour le réfugié, pourquoi nous faisons un contrôle systématique? Pourquoi nous avons été, la France, aussi déterminée à ce qu'il y ait un contrôle des frontières? Car vous avez vu ce qui s'est produit quand même, le 13 novembre 2015, dans le flot des réfugiés. Donc nous avons là-dessus fait en sorte que l'Europe puisse être en capacité de pouvoir contrôler les flux de réfugiés. Alors, je ne dis pas qu'il n'y en aura jamais, mais nous prenons toutes les dispositions. État d'urgence? Voilà. Oui. État d'urgence? On le maintient jusqu'à oui. Monsieur le Président, l'état d'urgence? Non, l'état d'urgence, tant que cette menace existe, et vous l'évoquez, quelle est la menace? La menace, c'est que nous sommes en ce moment en guerre, que nous frappons les terroristes islamistes en Irak et en Syrie, qu'on frappe aussi, aussi au Mali, puisque nous avons une force dans le Sahel, que nous sommes nous-mêmes, je vais dire, très régulièrement, face à des individus qui veulent nous attaquer ici sur notre propre sol. Et je salue l'action du gouvernement et du ministre de l'Intérieur et de tous nos services pour appréhender ces individus. Mais vous savez que ça se
passe chaque semaine. On n'en fait pas publicité, mais ça se passe. Vous ne m'avez pas tout à fait Donc, répondu je vous pour réponds, l'état d'urgence. donc je vous jusqu'à quand réponds, dès lors que cette menace existe, dès lors que nous avons besoin Oui. de mesures qui sont, c'est vrai, exceptionnelles, et dès lors qu'il va y avoir, ces prochaines semaines, je ne vous apprends rien, une élection présidentielle, des rassemblements, le gouvernement m'a fait la proposition de prolonger l'état d'urgence et ça sera soumis au Parlement. vous allez Je veux l'accepter, prolonger l'état d'urgence jusqu'à l'élection présidentielle. Voilà, on va peut-être dire un mot de ce qui est inquiétant aussi dans ce qu'a déclaré Donald Trump. Il veut revenir sur l'accord nucléaire conclu avec l'Iran. Pouvez-vous imaginer, Monsieur le Président, que les États-Unis renégocient cet accord? Trump avait dit que c'était l'accord le plus stupide de l'histoire. Et ça paraît paradoxal parce qu'il semble indulgent avec le régime de Bachar el-Assad qui est soutenu par l'Iran. Donc la France a été, parmi les négociateurs, le pays qui a été le plus exigeant et le plus déterminé à en faire l'évaluation et la vérification. Car il ne s'agit pas simplement de faire un accord pour que l'Iran ne dispose pas de l'arme atomique, faut-il encore s'en assurer tout au long du processus. La France a donc réussi, et je remercie Laurent Fabius, il était le négociateur français, à poser des verrous. On a eu du mal au début. Oui, parce qu'il a fallu... Voilà. Non, c'est pas qu'on avait des mal à être dans les négociations, on était dans la négociation. Ouais. Mais enfin, notre position mal à n'était y pas entrer, forcément ouais. partagée. Voilà. Elle l'a été. Bon. Donc cet accord nous donne toutes les sécurités pour permettre justement cette évaluation. Et les États-Unis pourraient, avec Donald Trump, remettre en cause cet accord? Vous n'y Je ne le croyez crois pas. Il a dit qu'il voulait le déchirer, l'accord. dont vous Je n'y ne veux croyez pas revenir sur ce qu'il a pu dire dans la campagne, mais je sais que là, il y a un principe de réalité. Cet accord, il nous donne des garanties. L'absence d'accord serait plus grave, parce que l'absence d'accord, imaginons qu'il puisse être déchiré par l'une des parties, alors ça laisserait penser que l'Iran pourrait continuer ses recherches. Avec bombardement par Israël. Donc l'intérêt de tous et de la sécurité, notamment dans la région, mais aussi la nôtre, je parle très directement, c'est la nôtre qui est en cause, c'est que l'accord avec l'Iran puisse non seulement être confirmé, il n'a pas besoin de l'aide, il l'est, et ensuite qu'il soit vérifié et évalué. Mais pour l'instant, il n'y a pas eu de discussion. Je vous réponds. Je n'ai pas eu de discussion sur le fond avec Donald Trump, parce que lui-même a dit qu'il était ouvert à travail en commun, mais qu'il ne prendrait ses décisions qu'une fois ses équipes constituées, son administration donc en place. Il veut garder les traités signés, ou en tous les cas respecter la parole signée. C'est à lui de le dire, mais il ne le dira qu'une fois qu'il sera rentré en responsabilité. Imprévisible, Monsieur le Président, Donald Trump. J'ai compris, en tout cas dans la conversation que j'ai eue, qui n'a pas duré plus de 10 minutes, j'ai compris qu'il était dans une phase d'apaisement, de recherche de travail en commun avec ses partenaires et de constitution d'une équipe aussi solide que possible autour de lui. Une question sur l'Afrique. Par ailleurs, je vais vous donner quand même ce que vous savez, qui n'est pas une information, c'est que le président des États-Unis ne décide pas seul. Il y a un congrès, il y a donc une chambre des représentants, un Sénat, et ces parlementaires-là ont des objectifs qui ne sont pas forcément ceux que Donald Trump avait pu, dans la campagne, évoquer. Une question importante sur l'Afrique, c'est la République démocratique du Congo, où le président Kabila veut rester au pouvoir au-delà de la fin de son deuxième mandat. Le 19 septembre, manifestation, répression, 53 morts. Il y a 10 jours, les signaux de FM, de RFI et de la radio des Nations Unies interrompus. Votre réaction? Chaque fois que la liberté de l'information est mise en cause, c'est pour nous, la France, un sujet d'alerte. Donc, nous l'avons dit. Ensuite, par rapport à la République démocratique du Congo, il y a une constitution, elle doit être respectée. Il y a une fin de mandat, elle doit correspondre à une fin de mandat. Monsieur le Président, de tout cela, on a l'impression aujourd'hui d'une sorte de victoire du populisme. On a vu en France des gens se réjouir, Marine Le Pen féliciter de la victoire de Donald Trump. Est-ce qu'il y a un exemple? Est-ce que cette vague protectionniste peut se déferler sur la France à son tour? Est-ce que finalement, Marine Le Pen, c'est l'enfant de Trump? Écoutez, j'ai cru comprendre qu'elle avait souhaité sa victoire, la victoire de Trump. Mais je pense qu'il faut essayer de comprendre ce qui s'est passé aux États-Unis, comme ce qui s'est
produit aussi au Royaume-Uni avec le Brexit. Il y a une tentation protectionniste et isolationniste dans un certain nombre de pays. Mais là, ce n'est pas n'importe quel pays. Les États-Unis, première puissance économique du monde, qui est généralement regardé comme le continent qui tire le plus d'avantages de la mondialisation. Là est le paradoxe. Le Royaume-Uni, dont on nous disait que l'économie était plutôt dynamique, avec une city florissante, fait le choix aussi, d'une certaine façon, de l'isolement en quittant l'Union européenne. Pour la France, donc, cet exemple-là. Cette tentation, elle existe dans tous les pays européens ou développés. Elle existe en France. Je le sais. Je vois bien qu'il y a un certain nombre de familles politiques, vous avez en cité une, le Front National, l'extrême droite, voudraient que les Français se replient sur eux-mêmes, se ferment par rapport à l'extérieur. Je ne dis pas qu'il ne faut pas contrôler. Nous contrôlons nos frontières, qu'il ne faut pas avoir pour la mondialisation une espèce de naïveté et d'innocence qui confinerait à une forme d'irresponsabilité et d'impuissance. Mais ce qu'il faut, c'est être capable de pouvoir donner un avenir à notre pays qui ne soit pas celui de la fermeture, mais qui soit celui d'une ouverture à partir de nos forces. Parce que nous avons intérêt, nous la France, à pouvoir jouer tout notre rôle dans le monde, à pouvoir que nos entreprises puissent prendre des marchés et puissent exporter partout dans le monde, que nous ayons des investissements qui puissent venir dans notre pays, que nous puissions être les meilleurs, et nous le sommes dans beaucoup de domaines, sur le plan de la technologie, que notre culture puisse être portée partout dans le monde. Donc, je refuse cette solution du protectionnisme, du rejet de l'autre et du repli, mais en même temps, je pense que nous devons être davantage dans le renforcement de notre excellence productive. C'est pour ça que j'ai pris les décisions que j'ai prises, notamment sur le pacte de responsabilité, le soutien aux entreprises, l'innovation, la recherche, parce que c'est l'essentiel. Parce que je ne veux pas d'une économie faible. Quand on a une économie faible, on ne peut pas avoir une diplomatie forte. Monsieur le Président, Emmanuel Macron a annoncé qu'il annoncerait sa candidature demain. Une question, est-ce que ça va vous donner l'envie d'être encore plus candidat et est-ce qu'il va vous rester un espace politique pour le faire? Vous comprendrez bien que je ne ferai pas de commentaires sur ce qu'est une oui, mais je me possible dois de vous poser annonce. la question, Monsieur le Président. Mais je vais vous dire ce que je ressens. Là, dans le moment où nous sommes, à partir des situations que nous avons ensemble regardées en face, des menaces qui existent, du danger que nous pouvons courir, y compris à l'intérieur. Mais l'enjeu, c'est le rassemblement, c'est la cohésion. Mais la gauche est divisée. Eh bien, si elle n'est pas rassemblée, elle ne pourra pas être au rendez-vous. Et qui peut la rassembler? Monsieur le Président, à prendre cette part pour le rassemblement? Ma responsabilité comme président de la République, c'est comme président de la République que je m'exprime. Et pas dans un autre cas de figure ou une autre situation. Je m'exprime en tant que président de la République. Pour la France, c'est la cohésion qui va être l'élément essentiel. Si la France se divise, si la France se fragmente, si la France se désunit au moment où elle fait face à tant de menaces, mais aussi où elle porte, et la gauche fait partie de la France, et au moment où elle a autant d'atouts, et on le voit bien, et autant de place à prendre, et je la prends ici à l'occasion de cette conférence sur le climat, alors la France déclinera. Donc vous ne déserterez pas ce combat, Monsieur le Président, en toutes circonstances? Je vous l'ai dit, je n'irai pas plus loin. Ce qui compte, ce n'est pas ma personne, c'est le pays et c'est le rassemblement. Avant de conclure, une dernière question, Monsieur le Président, qui est très importante. Il y a 3 ans, jour pour jour pratiquement, étaient assassinés au Nord-Mali nos 2 reporters de RFI, Ghislaine Dupont et Claude Verlon. Et il y a un mois est paru un livre, Un président ne devrait pas dire ça, dans lequel vous dites que les meurtriers sont sans doute les mêmes que les ravisseurs de Serge Lazarevitch et du malheureux Philippe Verdon. Est-ce que ça veut dire que nos services de renseignement savent qui a fait le coup, mais ne le disent pas à la justice pour protéger les intermédiaires? Toutes les informations dont nous pouvons disposer par nos services de renseignement ou par l'action de nos forces armées, nous les livrons à la justice. Toutes les informations.
Mais j'ai dit aussi autre chose, que chaque fois que nos ressortissants sont attaqués, que nos soldats sont atteints, sont visés, sont ciblés, et c'est encore le cas au Mali, nous cherchons les coupables et nous faisons en sorte de les neutraliser. C'est ce que font nos forces armées. Merci, Monsieur le Président, Merci à vous. d'avoir accordé cet entretien en direct de Marrakech à France 24, TV5 Monde et RFI. Merci à vous. Monsieur le Président.